Retrouvez les interviews santé de Rebecca. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine dans cette émission santé sur Radio JM. Samedi 21, nous étions la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Pour aborder ce sujet, je reçois le docteur Roux Alexandra, neurologue, que vous connaissez tous en effet. Le docteur Roux est intervenu pour parler du cerveau lors de la Semaine nationale du cerveau qui s'est déroulée en mars dernier en binôme avec Clémence Mazza, infirmière spécialisée dans le sommeil. Elle est également intervenue pour la journée mondiale de la maladie de Parkinson en avril dernier. Vous pouvez retrouver ces deux émissions sur le site de Radio JM. Enfin, avec le docteur Roux, nous avons abordé les méningites dans mon émission Les interviews de RBK que vous pouvez retrouver sur les chaînes YouTube et Spotify. Les interviews de RBK. Bonjour docteur Roux. Bonjour. Merci encore d'avoir accepté de participer à cette émission. La journée mondiale d'Alzheimer se tient chaque année le 21 septembre. C'est l'occasion de se renseigner sur cette maladie, de sensibiliser le grand public, de briser les idées reçues et de faire le point sur les dispositifs d'aide aux patients. En 2014, plus de 1,2 million de personnes étaient atteintes de la maladie d'Alzheimer en France, dont 24 000 avaient moins de 65 ans. La maladie d'Alzheimer touche les femmes 2 fois plus souvent que les hommes. Encore une fois, pas de chance. Qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer? Quand et comment a-t-elle été découverte? Alors, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative qui touche le cerveau et qui entraîne une détérioration progressive des fonctions cognitives et surtout de la mémoire. Elle touche également le raisonnement et le comportement. Elle est causée par la dégénérescence plutôt spécifique d'une population de neurones qui est située dans des régions dédiées à la mémoire. Elle a été décrite pour la première fois au début du XXe siècle par le docteur Alois Alzheimer, psychiatre, qui a pour la première fois décrit des symptômes de perte de mémoire chez une patiente suivie en psychiatrie et qui a corrélé des atteintes neuronales spécifiques à cette maladie. Quelle est la différence entre la maladie d'Alzheimer et les autres formes de démence ? Alors, la maladie d'Alzheimer, c'est la forme de démence la plus fréquente, mais elle est différente des autres par ses causes et également par les symptômes et les fonctions qui sont touchées. Chaque type de démence, en fait, peut être classé par des caractéristiques différentes. D'abord, il existe une atteinte assez spécifique de la mémoire antérograde, c'est-à-dire la mémoire à court terme, la mémoire des faits récents, avec plutôt une bonne conservation des faits antérieurs et au début, moins de problèmes comportementaux que dans d'autres types de démence. Le mécanisme est aussi assez spécifique, on y reviendra, mais il est lié à l'accumulation de ce qu'on appelle des plaques amyloïdes, alors que dans d'autres démences, ça peut être d'autres dépôts, comme les corps de Lévy, dans la démence à corps de Lévy, ou des lésions vasculaires suite à des AVC à répétition, par exemple, dans la démence vasculaire. La maladie d'Alzheimer touche également une région assez spécifique du cerveau, qu'on appelle la région temporale interne, alors que d'autres démences, comme la démence frontotemporale, vont toucher les régions du coup frontales et occasionner des symptômes un peu différents, avec plutôt des troubles du comportement. Actuellement, quel est le nombre de cas dans le monde ? Alors, ce nombre de cas dans le monde est en augmentation, principalement en raison de l'augmentation de l'espérance de vie. Selon les estimations de l'OMS, on estime 55 millions de personnes dans le monde atteintes de maladies, atteintes de démence, et 70% de ces patients atteints plus spécifiquement de maladies d'Alzheimer. Et en France ? Alors en France, on estime à 1,2 million. Ça n'a pas évolué, donc depuis 2014, c'est resté... Ça n'a pas bougé. Alors après, par contre, dans le futur, il est prévu d'ici 2050 2 millions de personnes en raison du vieillissement de la population et peut-être des facteurs de risque sur lesquels on reviendra. Quel est l'âge moyen de survenue de la maladie ? Existe-t-il des cas plus jeunes ? En moyenne, la survenue de la maladie arrive autour de 75 ans. Cependant, il existe des formes du sujet beaucoup plus jeunes, avant 65 ans, qui peut toucher des patients à partir de 40-50 ans. Alors souvent, c'est des formes plutôt d'origine génétique, on y reviendra. La majorité des cas surviennent tout de même après 65 ans. Le risque augmente avec l'âge. Et on va dire que la prévalence double tous les 5 ans après 65 ans. Donc, quelles sont les causes de survenue de la maladie ? Concrètement, que se passe-t-il dans le cerveau ? Alors,
Donc les causes exactes ne sont pas bien comprises. Il y a plusieurs facteurs qui sont probablement intriqués et qui sont identifiés. Déjà, au niveau du cerveau, il y a une accumulation de protéines anormales qui sont identifiées par anatomopathologie, plutôt même que par IRM. Donc, il y a des dépôts de ce qu'on appelle des plaques amyloïdes. Ce sont des protéines qui se forment et qui s'amassent entre les neurones et qui vont perturber la communication entre les neurones. Et également, à l'intérieur des neurones, une protéine tau qui s'accumule et s'enchevêtre de façon anormale et qui va entraîner une accélération de la dégénérescence des neurones de la mémoire touchés dans la maladie d'Alzheimer. On a identifié aussi des facteurs génétiques, alors pas chez tout le monde, c'est pour ça qu'on dit que la maladie d'Alzheimer n'est quand même normalement pas une maladie génétique. Il y a des gènes, des variations génétiques qui comportent un risque, comme la modification du gène ApoE, et il y a des formes familiales d'Alzheimer, donc qui vont toucher des gens vraiment beaucoup plus jeunes, autour de 40 ans, avec des mutations génétiques spécifiques mais très rares qui ont été identifiées. Ensuite, donc, il y a les facteurs liés à l'âge, donc le vieillissement neuronal, ça reste à l'heure actuelle le principal facteur de risque identifié de maladie d'Alzheimer. Ensuite, il y a beaucoup de facteurs environnementaux et liés au mode de vie, donc les facteurs cardiovasculaires comme l'hypertension, le cholestérol, le diabète, l'obésité sont liés à un risque accru de maladie d'Alzheimer. Un mode de vie sédentaire, le peu d'activité physique ou le peu de stimulation intellectuelle aussi peut favoriser la maladie d'Alzheimer. Et on pense aussi que des traumatismes crâniens à répétition peuvent être un facteur de risque de maladie d'Alzheimer. Donc, quels sont les premiers symptômes qui doivent alerter ? Alors, ces symptômes, ce qui est compliqué, c'est qu'ils sont assez insidieux. Ils sont souvent subtils et souvent mis sur le compte du vieillissement. C'est normal aussi d'avoir une mémoire un peu moins performante en vieillissant. Ce qui est insidieux, c'est que le patient, dans un environnement qui lui est familier, ça va peu se voir, ces symptômes, et le patient, lui, en fait, n'a pas de plainte. Il va de toute façon très rarement se rendre compte que la mémoire fonctionne moins bien. Et du coup, lui ne s'en plaint pas. Donc d'abord, c'est les pertes de la mémoire à court terme, le patient qui va présenter des oublis sur les événements récents, oublie des conversations, oublie des rendez-vous, répéter plusieurs fois la même question à ses proches. Il peut présenter des difficultés aussi avec des tâches familières, par exemple pour faire la cuisine ou gérer l'administratif au quotidien, des choses qui habituellement il faisait mais qui vont devenir beaucoup plus compliquées. Dans certaines formes, il peut y avoir aussi des troubles du langage, des difficultés qui s'accroissent pour trouver les mots, un appauvrissement du vocabulaire. Un patient qui également va avoir moins de volonté d'avoir une activité sociale, plus d'apathie, rester plus à la maison, perte d'intérêt pour des choses qui pouvaient l'intéresser auparavant. Il peut y avoir aussi une désorientation, donc plus de difficultés à connaître la date, à savoir où est-ce qu'on se situe dans le temps, dans l'espace. Après, avec l'évolution, donc c'est des choses plus flagrantes, mais des pertes, il peut se perdre même dans un environnement familier, donc la désorientation spatiale. Des modifications de l'humeur, une personne qui peut devenir plus irritable, ou l'apparition d'une dépression qui peut des fois souvent masquer le début d'une maladie d'Alzheimer. Et parfois des comportements un peu de méfiance parce que le patient, lui, ne se rend pas compte que ça va pas, l'entourage commence à s'en rendre compte, ce qui peut occasionner une espèce de méfiance entre le patient et ses proches. Sur quoi repose le diagnostic de la maladie d'Alzheimer ? Alors, il n'existe pas un test spécifique à faire qui permet de poser le diagnostic de maladie d'Alzheimer. En théorie, ce qu'il faudrait, c'est identifier au niveau du cerveau la présence de ces dépôts spécifiques, mais évidemment, à l'heure actuelle, il n'est pas licite de proposer une biopsie pour aller regarder si ces dépôts sont présents. C'est un geste trop à risque. Donc en fait, c'est un équilibre entre une recherche d'arguments en faveur et en défaveur de la maladie. Donc d'abord, c'est les arguments cliniques, c'est faire des tests de mémoire aux patients pour essayer d'identifier le profil des troubles de mémoire, puisqu'on a dit qu'ils étaient assez spécifiques. Ensuite, c'est réaliser une imagerie, idéalement une IRM cérébrale, qui va donc déjà éliminer d'autres lésions, notamment vasculaires, et rechercher une atrophie dans la région temporale interne, plus spécifiquement au niveau d'une région qui s'appelle les hippocampes, là où il y a la mémoire à court terme. C'est réaliser un bilan sanguin pour aussi éliminer d'autres causes de troubles de mémoire. On peut également proposer donc des imageries
métabolique, donc en fait pour regarder plus spécifiquement le fonctionnement. On regarde pas l'anatomie, on regarde l'activité et on voit que dans les régions temporales internes, il y a une baisse de l'activité spécifique. Et enfin, on peut discuter de réaliser une ponction lombaire dans laquelle on cherche des biomarqueurs qui vont être assez spécifiques, donc notamment en dosant ce qu'on appelle la protéine tau et le ratio des peptides bêta-amyloïdes. Quelle est la prise en charge de la maladie d'Alzheimer ? Alors, il faut qu'elle soit globale parce qu'il n'y a à l'heure actuelle pas de traitement qui permet de la guérir, c'est-à-dire d'arrêter cette perte neuronale. Sur le plan médical, donc le traitement est uniquement symptomatique. Il y a des essais en cours. On peut prescrire des médicaments qu'on appelle les anticholinésterasiques qui peuvent avoir de façon très temporaire une petite amélioration, peuvent occasionner une amélioration de la mémoire. Mais c'est peu significatif. Ils sont actuellement déremboursés, ces médicaments, puisque l'efficacité est vraiment très très peu significative. Il faut ensuite surtout travailler sur limiter tout ce qui pourrait favoriser une aggravation des pertes de mémoire, éviter ce qu'on appelle la iatrogénie, éviter les somnifères, des médicaments potentiellement confusiogènes. Ce qui va être très très important, c'est l'entourage sur le plan paramédical, organiser très précocement une prise en charge rééducative avec une orthophoniste par exemple, pour travailler la mémoire, faire une réhabilitation cognitive, proposer une aide des fois par des neuropsychologues qui peuvent également faire ça, se faire entourer à ce qu'on appelle des équipes spécialisées Alzheimer qui peuvent aider le patient à s'orienter avec kiné, rééducation orthophonique et ce qui est très important, une hygiène de vie, parce que comme on le disait, la sédentarité, le peu d'activité ou des facteurs de risque vasculaire non régulés peuvent aggraver les choses. Donc favoriser une activité sportive, une activité sociale, des stimulations cognitives et ensuite organiser des aides humaines au domicile pour le patient et puis pour son aidant auquel il faut penser. Quelles sont les avancées récentes dans la recherche sur la maladie d'Alzheimer ? Est-ce qu'il y a des traitements prometteurs ou des études en cours qui pourraient changer la prise en charge de cette maladie ? Alors oui, la recherche porte beaucoup sur le fait d'essayer de bloquer cette perte neuronale plutôt que de traiter uniquement les symptômes. Actuellement, on parle du développement d'anticorps monoclonaux, donc c'est des anticorps qui vont cibler spécifiquement le peptide amyloïde, qui est en partie en cause de la maladie d'Alzheimer. Les essais sont assez prometteurs. On observe des diminutions significatives du déclin cognitif. Alors, à l'heure actuelle, il devrait y avoir une mise sur le marché dans peu de temps, mais bon, ne pas s'emballer, les effets sont quand même, les effets indésirables. Alors, les effets sont assez partiels, et par contre, les effets indésirables sont très présents, donc une balance bénéfice-risque qu'il faudra peser vraiment cas par cas et patient par patient. Quels sont les droits des patients atteints de la maladie d'Alzheimer et comment peuvent-ils être protégés ? Alors, déjà, la maladie d'Alzheimer, c'est une pathologie qui bénéficie d'une prise en charge à 100%. Donc, dès qu'il y a un diagnostic posé, le médecin traitant doit mettre en place le 100%. Ensuite, alors souvent, il se fait aider par une assistante sociale ou par des dispositifs d'entraide et auprès d'associations pour remplir des dossiers. Il y a droit à un soutien financier. Par exemple, les patients qui ont une maladie d'Alzheimer et leurs aidants peuvent demander l'APA, donc l'allocation personnalisée d'autonomie. C'est sous condition de revenus. La prestation de compensation du handicap pour des gens plus jeunes. Et très rapidement, il ne faut pas hésiter à demander des mesures de protection médico-légales, type tutelle ou curatelle, si la personne n'est plus en mesure de gérer ses biens, son argent, pour la protéger. Comment évolue cette maladie ? Alors, il y a plusieurs phases. Elle évolue de façon progressive mais inéluctable. Il y a d'abord la phase prédémentielle, donc c'est les symptômes dont on a parlé tout à l'heure, de début de perte de mémoire, mais finalement un patient qui quand même fonctionne bien au quotidien, continue ses activités, reste autonome, prend sa douche, même s'il a besoin d'aide. Ensuite, il y a la phase de démence qui peut être légère ou sévère, où vraiment là, les troubles cognitifs deviennent invalidants, l'autonomie est altérée,
Le patient devient dépendant pour faire ses repas, pour prendre sa douche, il peut vraiment plus rester tout seul. Et ensuite, la phase très évoluée, c'est la phase de démence sévère, où là, on parle malheureusement de patients grabataires, qui peuvent même avoir d'autres complications neurologiques, des difficultés à marcher, des difficultés à déglutir et ne reconnaissent plus leurs proches. Et souvent, des patients qui doivent être institutionnalisés parce que c'est très compliqué de gérer ça à la maison pour les proches. Vous disiez précédemment que les proches jouent un rôle important dans la prise en charge du malade. Donc, quels conseils donneriez-vous aux familles pour gérer les symptômes du malade et donc les soutenir? Et on terminera par cette question. Alors les familles doivent vraiment se faire aider, il faut pas s'isoler parce que sinon c'est très difficile de faire face à ça tout seul. Il faut déjà avoir un médecin traitant, un neurologue qui peut sur le plan médical aider à gérer les épisodes intercurrents, s'il y a des problèmes de comportement, prescrire des médicaments pour un peu calmer les choses, remplir les dossiers, l'administratif, demander les aides. Les aides humaines, donc qu'il faut renforcer, c'est des passages infirmiers pour les aides à la toilette, la prise de médicaments, des auxiliaires de vie pour essayer d'éviter que les aidants s'épuisent, parce qu'un aidant épuisé, ensuite la personne ne peut plus rester à la maison s'il n'a plus personne pour l'aider. Il existe des organismes dédiés, beaucoup d'associations, des équipes spécialisées Alzheimer dont j'ai parlé. Et toutes ces associations peuvent aider le patient à s'orienter vers des activités ou des accueils de jour dans son arrondissement, dans son département ou autour, parce que des fois il y a beaucoup de choses proposées mais on n'a pas forcément les informations. Donc il y a aussi des dispositifs qui permettent de centraliser toutes les informations. Il faut vraiment que les aidants se rapprochent de ce genre d'associations pour obtenir le plus de soutien possible. Merci beaucoup Dr Roux pour votre intervention. De rien. Merci à toutes et à tous, auditrices et auditeurs. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radiojm.fr, notre page Facebook et Instagram ou sur l'application Radio JM. Et bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez écrire sur notre page Facebook ou en privé sur mon mail rebecca@radiojm.fr. Merci. Retrouvez les interviews santé de Rebecca.